des cas concrets, on a débattu, il y a beaucoup de professionnels parmi vous, et peut-être qu'une des questions que vous posez, c'est comment est-ce qu'on fait, comment est-ce que moi, professionnel, je peux faire pour installer un processus de simulation numérique dans l'entreprise dans laquelle je travaille. Et notamment, je vais accueillir sur scène Tamara Al-Sarraf, qui travaille donc chez Interaction. Et alors, vous allez nous expliquer un peu quelle forme ça prend, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait concrètement, qui sont les intervenants, comment est-ce qu'on procède très concrètement. Alors, en général, c'est quoi? C'est des labos pharmaceutiques, c'est ça qui viennent vous demander finalement de créer des jeux ou de travailler pour eux. Comment est-ce que ça se passe? Ça va être un focus particulier sur des demandeurs qui sont les industriels pharmaceutiques. Alors, on a vu l'ambition de la simulation à travers différents exemples tout à l'heure pour des acteurs privés, des industriels pharmaceutiques. Là, l'objectif, c'est en quelques minutes de vous illustrer la mise en place très concrètement d'un projet. On a, il y a quelques instants, là, c'était l'introduction, Stéphane Effler, on a parlé un petit peu tout à l'heure. Là, c'est une initiative qui a été réalisée en interne. Alors, il n'aime pas trop les jeux vidéo, mais visiblement, il a des talents cachés en tant que réalisateur et créa. C'est assez intéressant, je trouve, en termes d'initiative d'un laboratoire pharmaceutique, cet esprit, ce team building, voilà, cet esprit de partager cet outil. À 35 €, il l'a vendu tout à l'heure. Et on dirait un film de Michel Gondry, c'est pas mal quand même, pour 35 €. Joli. Donc voilà, l'objectif, c'est vraiment de vous illustrer en quelques minutes donc, les étapes clés, donc avec un véritable focus sur la mise en place de projets pour l'industrie pharmaceutique. Pourquoi? Parce qu'on a plus de contraintes, comme vous le savez, au niveau réglementaire. Donc on va dire les étapes sont un petit peu plus précises. Donc il y a 4 phases principales à vraiment prendre en compte. La toute première phase, comme dans tout projet, que ce soit digital ou de communication, etc., c'est bien sûr la phase de réflexion en amont du lancement du projet. Et dans le cas précis des cas cliniques, il faut vraiment penser, dans un premier temps, quel canal de diffusion de mon programme de cas clinique. On va parler de programme aussi de cas cliniques. L'objectif, c'est de pouvoir faire évoluer les cas cliniques. Le canal de diffusion, on en a vu certains dans les exemples tout à l'heure. On a vu les exemples de réunions professionnelles, de tables rondes, donc des exemples en présentiel principalement, parce que c'est vrai qu'il y a l'avantage et la richesse du feedback qui est essentiel, et les échanges avec les pairs. Mais il y a également d'autres canaux aujourd'hui de diffusion qui sont exploités, qui sont très intéressants au vu, on va dire, du nombre décroissant des forces de vente. C'est la diffusion à distance, soit sur plateforme sécurisée. Donc là, on va devoir apporter une richesse dans la notion de feedback, agréger les statistiques des précédentes sessions. Donc c'est aussi assez intéressant de pouvoir toujours se comparer. Et bien sûr aussi une étape en iCloud, donc de pouvoir aussi peut-être mixer ça à l'avenir avec un webcast et de pouvoir avoir un intervenant, mais à distance, un orateur qui pourrait être présent. Donc, dans un premier temps, on définit ce canal de diffusion et bien sûr la cible de professionnels de santé. Aujourd'hui, on va utiliser des cas cliniques à la fois pour des médecins généralistes, des spécialistes, mais on a pu le voir aussi, infirmières, enfin vraiment tout le corps médical aujourd'hui est sollicité. Et bien sûr, les objectifs pédagogiques, c'est la base. Avant le lancement, les objectifs pédagogiques sont définis par le laboratoire pharmaceutique, forcément en lien, on est purement environnemental, donc on ne parle pas de produit, mais en lien forcément à des objectifs qui sont liés à leur AMM et leurs produits.
mais des objectifs qui peuvent être très macro, comme la prise en charge de mon patient, les bonnes recommandations, les bonnes guidelines à lui transmettre, donc toute la notion patient aussi qui évolue énormément. Ensuite, bien sûr, la seconde étape, c'est le lancement du projet. Alors, bien sûr, il y a la réalisation intrinsèque, technique et graphique qui va être réalisée par nous. Mais en fait, c'est tout un travail essentiel, très collaboratif en fait, entre le laboratoire et l'agence qui développe les cas cliniques. C'est extrêmement essentiel d'impliquer dès le début du projet toutes les parties prenantes. Le marketing, le médical, le réglementaire. Également un ou deux délégués médicaux, par exemple, représentatifs, qui vont pouvoir aussi avoir un avis. On va le voir comme c'est essentiel. Bien sûr, il y a la notion de coordination médicale. Nous, on prend en charge la coordination médicale. Alors, on prend de la phase de contractualisation également la sollicitation des experts, en passant par la rédaction du contenu, la réécriture du contenu et la validation du contenu avec eux. Et puis après, on met en place en fait un gabarit des cas patients qui sont construits avec les experts sous un format Word qui est bien sûr validé au mot près au niveau réglementaire avant toute réalisation graphique ou technique. Donc c'est-à-dire que les médecins en fait testent les jeux eux-mêmes, c'est ça? Alors là, on est vraiment encore sur du contenu brut. Donc voilà. Ils lisent ce que sera le contenu du jeu. C'est comme aujourd'hui des cas cliniques qui existent depuis des décennies sous des formats un peu moins attractifs, descendants. Là, on a le contenu brut et après, c'est à nous, avec tous les exemples qu'on a pu voir, notamment avec TriHCV et Simurgence, c'est habiller et apporter toute l'interactivité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction des objectifs pédagogiques et de ce qu'on va intégrer dans le contenu, l'interactivité va être différente. Si demain, on va faire un cas clinique, alors on a parlé beaucoup de pathologies chroniques, mais on travaille aussi sur des pathologies aiguës où la prise en charge est plus complexe, où il y a un rapport et un relationnel avec le patient qui est essentiel. Si demain, vous décidez de faire un cas clinique où il y a un vrai focus sur le diagnostic, l'échange avec le patient, forcément en termes d'interactivité, l'interrogatoire du patient, les examens cliniques, on va avoir une richesse qui est une véritable valeur ajoutée avec cet outil. La troisième étape, alors qui se fait en parallèle bien sûr de la réalisation du projet, c'est véritablement de la communication en interne au niveau du laboratoire et bien sûr auprès des professionnels de santé bien en amont du déploiement. La communication en interne, pourquoi? Parce que c'est essentiel d'avoir l'adhésion complète des délégués médicaux, du terrain, d'un point de vue général. Ça peut être également des directeurs régionaux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le principal, en tout cas, canal de communication qui est privilégié, ce sont les délégués médicaux sur ces outils-là, que ce soit pour des formations par la suite à distance ou en présentiel. Et en général, aujourd'hui, c'est vrai que c'est les retours que l'on a concrètement. C'est que c'est très très apprécié parce que ça change, on apporte un service, on ne parle plus produit, donc c'est vrai que ça doit être valorisé. Donc en fait c'est valorisé tout simplement par des teasers lors des séminaires, comme on a pu le voir un petit peu aussi avec celui de Stéphane Fleur, voilà, des teasers assez didactiques, punchy, pour présenter en amont, et bien sûr la communication auprès des professionnels de santé pour les inviter à participer à ce projet. Et enfin, bien sûr, la mise en place les jours J du programme. Alors, c'est une mise en place, logistiquement, c'est très simple. On aura l'occasion de voir un peu sur le showroom, sur la partie présentielle avec les tablettes. On a des tablettes et une borne Wi-Fi qui est petite comme ça, et c'est tout. Donc, c'est vrai que ça s'est beaucoup simplifié. On a eu une grande évolution il y a 2 ans, 3 ans, quand on a commencé à réaliser les cas cliniques. Il y avait encore... l'ordinateur, il y avait 10 ordinateurs, ça a vraiment beaucoup évolué, et c'est vrai que une des prochaines étapes, c'est aussi de pouvoir le mettre en place à distance, parce que ça va répondre au marché actuel. Donc pour conclure, ce qui est essentiel, c'est que durant toutes ces phases, il y a un accompagnement qui est véritablement en continu, un support qui est présent. Et puis pour rebondir sur une phrase qui a été dite lors de la table ronde, c'est que la simulation numérique, en effet, en santé, elle est un peu en retard. Après, aujourd'hui, concrètement, on a des exemples. On est à plus de 50 cas cliniques réalisés. Plus de 7 aires thérapeutiques traitées, aires thérapeutiques et indications différentes. Pathologies chroniques, mais aujourd'hui, on s'oriente sur des pathologies prise en charge particulière. Je pense à l'allergie, je pense à la dermato. Donc, on n'est pas dans du chronique à proprement parler, mais c'est très intéressant.
Et bien sûr, voilà, différentes langues. On est dans plus de 6 pays, 15 langues. Donc il y a une vraie diversité. Donc on est dans le concret, même si on a pris un peu de retard. Aujourd'hui, c'est déjà bien mis en place. Il faut combien de temps, en fait, entre la demande, on va dire, d'un projet et ensuite sa mise en place réelle? C'est quoi? C'est en mois? C'est en années? Volontairement, je l'ai pas notifié ici parce que c'est un petit peu compliqué. Ça dépend, en fait. j'imagine. Ça dépend d'un seul paramètre, en fait, qui est la disponibilité de l'expert. Aujourd'hui, forcément, on va construire les cas cliniques. Si l'expert il est très réactif et disponible, les experts sont disponibles pour écrire le contenu. C'est comme une histoire, c'est comme un film, en fait. La phase la plus importante, c'est vraiment la rédaction du contenu. Il nous fournit du contenu, de vraies données. Donc il y a aussi cette notion, certains ont peut-être pensé, mais on parlait tout à l'heure de vraies données, des radios de patients, de vrais résultats d'examen biologique. Il y a aussi cette partie où le médecin doit faire attention et prendre en charge aussi toute cette notion de confidentialité des données du patient. Voilà, donc ça peut aussi ralentir dans certains cas la phase de réalisation. Puis ensuite, en réalisation, nous, intrinsèque de 2 cas cliniques en général, il nous faut entre 3 et 4 mois du moment où on a tout le contenu. Donc en tout, ça chiffre en mois, quoi, globalement. Ah oui, c'est clairement, c'est un mois. Quelques mois. Du moment où on a, on va dire, quelques objectifs pédagogiques, voilà, qui sont un peu tracés, il faut, jusqu'au déploiement, il faut quand même entre 4 et 5 mois minimum. Ça marche. Merci Tamara. Merci beaucoup.